Bien le bonjour à tous, excellent réveil, bienvenue en ce dimanche matin. Nous sommes le dimanche 13 et vous regardez la télé et Canal, bien évidemment. Bonjour d'Algérie aujourd'hui avec d'abord l'équipe du dimanche. Il y aura qui? Il y aura Maya Gouini qui va nous parler comme d'habitude d'initiatives citoyennes, de jeunesse, mais aussi de loisirs. On en parle avec elle aujourd'hui, elle choisira sa petite question du jour. Il y aura Mounia Witis qui, elle, reviendra sur comment annoncer la bonne nouvelle. Vous attendez un enfant, vous ne l'avez pas encore annoncé, vous le faites comment? De quelle manière? Vous commencez par qui? Belle-mère, beau-père, mère tout court ou père? Ou vous allez l'annoncer à l'ensemble des gens? Vous l'annoncez comment en réalité? Ben, c'est ça, on va en parler aujourd'hui. Et comment l'annoncer au mari aussi? Parce que le plus souvent c'est la femme qui le sait, c'est que le mari, vous me direz. Bon, d'accord, ok. Je t'ai fait une blague à moi-même, il n'y a que moi qui l'ai compris, je crois. Je vais la re-regarder à minuit lors de la rediffusion, je vais voir ce que ça donne. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire ou... Non, t'as pas compris toi non plus. Non, ouais, je disais, imagine que c'est le mari qui sait que t'es enceinte, mais toi tu ne le sais pas. Bon, j'ai essayé. C'est pas grave, on enchaînera avec Siam Kenouch. Siam Kenouch avec ses fameux contes. Et des fois, je me raconte des histoires à moi-même, moi j'en ris, donc du coup, si tu montes dans le hafela, c'est tant mieux. Si tu montes pas, ben, c'est pas grave. Hein. Mais avec Siam Kenouch, le fameux conte. Et aujourd'hui, eh ben oui, avec qui? Eh ben avec Myriam. Le fameux coin vert, la main verte aussi. On parle de plantes et avec elle aujourd'hui un invité également. On va revenir sur la formation à l'extraction des huiles essentielles et l'huile végétale aussi, en particulier. Ça se passe avec notre amie Myriam qui, elle, nous expliquera comment on arrive à extraire l'huile, comment ça se fait, quel procédé, ça se fait où, avec qui, quelle technologie. Ben, ça, on en parle avec Myriam ce matin. Et puis, bien évidemment, le sport. Ah oui, ça se passe avec Hakim Keshrout. Et avec lui, des invités. Vous le savez, le championnat d'Afrique de voile s'est déroulé en Algérie la semaine dernière. Hier, c'était la grande clôture. Alors, a-t-on arraché les fameuses médailles permettant une qualification pour Tokyo en 2020? Les réponses avec Hakim et ses invités. Et, bah oui, attention, Samira Hadjamar sera avec nous aujourd'hui. Alors, Sam Hadjamar, pour ceux qui connaissent, journaliste, ancienne journaliste à la presse écrite, elle a accompagné beaucoup d'événements également. Aujourd'hui, elle vient nous parler d'un événement en particulier à l'occasion de la 24e édition du Salon international du livre d'Alger, le SILA. SILA qui arrive bientôt d'ailleurs, avec cette fois-ci la maison d'édition El Bayazine qui lance sa première édition du concours national à vos manuscrits. On parle de protection du patrimoine, on parle d'écriture, de la promotion de la plume. Ah oui, ça c'est important d'ailleurs. La date limite des dépôts, c'est le 9 novembre prochain. Novembre. Je suis un peu québécois, un peu canadien. Alors le 9 novembre prochain. Et on en parle aujourd'hui, les critères de sélection, comment faire pour participer, quelle est la thématique de ce fameux concours à vos manuscrits. En tout cas, ce matin, c'est avec Samira Hadjamar que ça va se passer. Bienvenue à vous tous, bienvenue sur Canal, bienvenue dans la matinale. Et sans plus tarder, c'est... Rentre. Viens dire bonjour. Ah, j'ai compris, vous cachez maintenant. Bonjour. Et en même temps, je vais vous dire, le problème, c'est pas vous. C'est vous? Ouais, c'est ça. Je sais. Je m'en suis rendu compte aussi. Tant mieux. Voilà, la météo, c'est signé Ménard. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et très bon réveil en cette début de matinée. De la brume, des nuages bas également sur l'ensemble des régions côtières. Et puis, le ciel restera plutôt dégagé à partiellement voilé tout au long de cette journée sur l'ouest, le centre et l'est du pays. Sur les régions intérieures, on notera un ciel partiellement voilé sur les Aurès, ou encore l'intérieur ouest et centre. Sur la partie sud, on notera des passages nuageux parfois denses sur la Saoura, le sud-ouest avec un petit peu de pluie, notamment du côté de Tindouf, et puis partout ailleurs on notera un ciel plutôt dégagé. Les températures de cet après-midi, eh bien on notera sur la moitié nord 33 degrés du côté d'Alger, 30 degrés à Oran, on notera 36 à Tiaret, 26 degrés à Al-Bayad, Naama, ainsi qu'à Djelfa, 30 degrés du côté de Ghardaya, 31 degrés à Bécha, Tindouf et enfin
33 degrés à Ilizi, Tanrasset et Janet. On passe tout de suite au Moyen-Orient. Pour aujourd'hui, on notera beaucoup de soleil du côté de Damas, un ciel voilé à Koweït City, ou encore Bagdad, un ciel dégagé à Abu Dhabi. Côté Mercure, on notera 37 degrés à Khartoum, 33 degrés à Damas, 38 à Bagdad, 37 degrés à Abu Dhabi, enfin 37 à Koweït City, enfin 38 degrés à Abu Dhabi. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Allez, à midi pour la Midi, météo. 19h. Voilà, pour Tout le à fait. prochain rendez-vous. Sinon, d'ici là, on s'écoute une petite chanson. Avec plaisir. On va écouter qui? Kader japonais? Avec qui? Je ne sais plus. Avec le groupe Inzat. Allez, c'est parti en musique. On se retrouve juste après. جاني بشار بالخافية ويحكي لي ما صار وقال لي اسمع لي وهاك دي الخبار. جاني بشار بالخافية ويحكي لي ما صار وقال لي اسمع لي وهاك دي الخبار. إيه في هكار نتلاقى وعلى الطاسي لي غنى. حليت عيني وعلى كتابي وفهمت الميساج. لا اله الا هو تعالم القدر. حليت عيني وعلى كتابي وفهمت الميساج. ولا اله الا هو عالم القدر. ايه في هكا نتلاقى وعلى راسي لي غناها.
Et on est de retour après, excusez-moi, Kader japonais et le groupe Imzad. Bonjour Samira. Bonjour Mahrez. Comment ça va bien? Très très bien. Bienvenue Samira, vous êtes Merci coordinatrice éditoriale chez El Bayazine. Oui, la maison d'édition. Ancienne journaliste, Je suis ancienne, on est journaliste à vie. actuelle, enfin, effectivement journaliste. Oui, Vous avez vous avez passé de longues années au sein des rédactions culturelles de plusieurs quotidiens. absolument. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'El Bayazine, pour revenir à la veille du 24e Salon international du livre d'Alger, Qui va commencer Le le Sila. 30 octobre. le 30 octobre prochain, évidemment à la SAFEX. El Bayazine qui lance sa première édition du concours national à vos manuscrits. Et on en parle. Oui, c'est Alors. ouvert à tout le monde, il n'y a pas de limite d'âge. Ça va du débutant à l'auteur confirmé. Il y a un délai, il faut envoyer la date, donc le dernier délai c'est le 9 novembre. Les gens peuvent nous l'envoyer dès maintenant. Et par voie postale ou alors par internet sur l'adresse email, donc rédaction@elbayazine.com. C'est pas évident de vous parler pendant que vous toussez, hein. C'est l'émotion de vous revoir, parce c'est qu'on se connaît depuis plus de 15 ans, Oui, et on se croise de moins en de moins. moins en moins, oui. Effectivement. On n'habite pas Mais c'est peut-être l'occasion de revenir effectivement. Alors, première édition, vous avez expliqué plus ou moins. Non, ce que j'ai pas dit, alors, c'est que la thématique, faudrait que ça tourne autour du patrimoine, Exact. le patrimoine algérien, ou du moins un patrimoine qui concerne l'Algérie. Nous, on privilégie bien sûr l'Algérie. C'est en français et en arabe. Pour Ouais. l'instant, on espère étendre à d'autres langues comme tamazight et anglais plus tard. Alors, on peut le déposer à la maison d'édition qui se trouve donc à l'immeuble Shell Hidra, ou alors le déposer au stand d'El Bayazine pendant le salon du livre. On peut l'envoyer par email sur rédaction@elbayazine.com. Ouais. Qu'est-ce que je n'ai pas dit Et que ça doit forcément et absolument parler de patrimoine. Oui, Ouais. parce qu'El Bayazine est spécialisé dans la culture et le Et patrimoine. que le concours, c'est à vos manuscrits parler du patrimoine. Alors, Oui. vous lancez le concours à la veille du SILA, mais Oui. la date de dépôt, c'est jusqu'au 9 novembre Oui, prochain, à la fin. à la fin du SILA. Quel est le but derrière ce concours? Trouver de nouvelles plumes, trouver de Oui. nouveaux auteurs? Absolument. C'est quoi? C'est la sécheresse actuellement? Non, c'est pas la sécheresse, parce qu'il y a toujours matière. Oui. On a un patrimoine très large, Oui. ancien, nouveau aussi. Et il y a des gens qui n'osent pas, C'est ça. qui écrivent, qui laissent dans des tiroirs. Il y a peut-être des perles qui s'y cachent. Il y a aussi des auteurs confirmés on a déjà commencé à recevoir des manuscrits. Oui. Donc nous, on espère qu'il y ait une grande participation, que les gens osent nous envoyer leur travail. Alors, le règlement de ce concours. Alors, le concours à vos manuscrits donne la chance aux auteurs de publier leurs œuvres par cette maison d'édition. Une fois votre manuscrit soumis au concours, il est important de ne plus le retravailler avant le résultat du concours. L'évaluation du comité de lecture se fera sur la base de l'œuvre originale. Qui sont en charge de choisir le lauréat de ce concours? Alors, le comité de lecture, Qui est composé qui est composé, donc, bien sûr... de moi-même, himself. Non, pas moi. Pas moi, D'accord. mais de gens compétents. On attend des confirmations. Ouais. Là, pour l'instant, on attend des confirmations. D'accord. Vous n'avez pas cité le comité de lecture exprès pour ne pas Non, il y a dévoiler bien le sûr, secret. il y a bien sûr les gens de la maison d'édition, ceux qui Exact. ont l'habitude de lire. Il y a Hossein Sderi qui, lui, est le fondateur de la maison d'édition Ediwen dans El Bayazine s'inspire, Ouais. de l'héritage éditorial. Il y aura des personnes compétentes. Alors, l'article 3 du règlement. Tiens. Au moment de la soumission de votre manuscrit au concours, ce dernier ne doit pas avoir été édité ou commercialisé, que ce soit en format papier ou en numérique, à compter ou à compte d'éditeur ou d'auteur. Voilà. Ça, c'est à expliquer. Il faudrait que ce soit une œuvre originale. Il ne faudrait pas que le livre ait déjà, enfin le manuscrit ait déjà été édité. Il faudrait que ce soit quelque chose. Mais à ce moment-là, si on gagne le concours, on gagne quoi? On gagne un contrat d'édition. On est édité par la maison El Bayazine. Oui. C'est difficile de trouver un éditeur. Hein. Ouais, c'est difficile de trouver un éditeur et qui ne vous oblige pas à payer les frais d'impression, surtout. Oui, surtout qui sont relativement chers. Ouais. Oui.
tout à fait. Ouais. Ça me rappelle un peu les CD. Vous savez que maintenant les éditeurs, comment ils fonctionnent? C'est-à-dire que vous avez un album, vous avez envie de l'enregistrer et vous êtes sûr que ça va marcher. Alors du coup, vous allez voir les éditeurs. Sauf que pour la plupart, pas tous, heureusement, bien évidemment, mais il y en a quelques-uns qui vont vous dire va enregistrer, ramène-moi ton disque et puis moi je le vends. Ils le distribuent. Ouais, Parfois, il y a un réseau de distribution. Ouais, juste au réseau de distribution. Bon. Oui. Alors du coup, ça s'est fait aussi chez les éditeurs. Tu imprimes ton livre et moi enfin, tu payes les frais d'impression, mais pas tous, heureusement là aussi. Alors l'article 4, chaque manuscrit devra être accompagné d'une lettre d'accompagnement indiquant votre nom, prénom, votre pseudonyme éventuellement, date et lieu de naissance, adresse postale complète, téléphone fixe ou mobile, adresse mail, titre de l'ouvrage, une courte présentation de vous et de votre manuscrit. Alors, Un formulaire de renseignement, c'est tout ça, simplement. mais le manuscrit, il y a un nombre de pages défini ou est-ce qu'on peut... Non, il faudrait que ça soit dans la moyenne, bien sûr. Il ne faudrait pas qu'il soit tout petit, mais... on n'a pas imposé de nombre de signes. Parce que si le sujet est très intéressant, on ne va pas limiter la personne. C'est ça. Voilà, donc c'est ouvert. C'est ouvert. Il ne faudrait pas que ce soit un gros dictionnaire non plus, mais pourquoi pas aussi, on ne sait jamais. Hein. Ouais. Vous Voilà. pourrez tomber sur... Alors, le règlement, on peut le consulter sur le site internet d'El Bayazine. Donc, c'est elbayazine.com. Tout simplement. Donc, elbayazine.com. Voilà, et n'oubliez pas d'envoyer surtout votre dossier complet, sinon comme le visa, il vous sera refusé, le concours vous sera refusé. C'est exactement ce qui est dit. Hein. C'est peut-être plus difficile. Vous devez avoir un que dossier complet, manuscrit plus lettre d'accompagnement. Et puis on finit, les auteurs souhaitant récupérer leur manuscrit après la proclamation des résultats du concours devront le mentionner sur la lettre d'accompagnement. Dans le cas contraire, le manuscrit sera détruit. Oui, pour éviter Merci problème. madame. On peut parler des livres d'El Bayazine. Alors oui, on va les passer juste en revue. À la veille du SILA, ils vont défiler d'ailleurs les éditeurs. Alors, la fabuleuse histoire du sport algérien, Faisal Chahat, un livre quart, ça veut dire quoi un livre quart? Ah, le livre 1 sur 4. Ah, Oui. D'accord. Alors, ça fait partie de l'une des collections d'El Bayazine. Bayazine a plusieurs collections, dont la fabuleuse histoire du sport et sportif d'exception. Et là, on revient sur la période de 1912 à 1962. Ouais. Et on parle du... Alors, il y a Alger aussi. Oui, ça c'est dans les guides de ville. Oui. Oui, très joli livre. Que vous Qui avez... revient sur le patrimoine d'Alger, donc culturel. D'accord. Alors, il ne faut pas confondre avec les guides pratiques. Hein, D'accord. Là, on parle La vraiment partie patrimoine. histoire, en général, est faite par des historiens ou des gens compétents dans le domaine. C'est ça. Oui, Là, on parle réellement de patrimoine et de... oui, de culture et patrimoine. C'est ça. Oui. Pas forcément des lieux à visiter absolument, quoi. On est pas dans- Si, on les visite aussi. Ouais. Après lecture du texte, ça peut vous donner envie. Voilà. Ça donne toujours envie d'aller Ouais. visiter. Alors, nous La avons... collection El Borda, c'est l'œuvre majeure. Non, pardon, les 40 hadiths. Oui. Voilà, c'est une sélection, c'est fait par monsieur Hussein Sediri. Voilà. On retrouve tout cela Peut-être ouvrir, oui. voilà, dans cet ouvrage que vous voyez là. Qui seront disponibles au salon, au Ouais. stand de... Vous préparez le salon? Oui. Ça on se va très prépare bien? Oui, Ouais. très très bien, alhamdoulilah. On fera des petites réductions. Je sais pas Ah si oui. ça incite les gens à acheter des livres. Ah si, bah si, contrairement à ce qu'on Toutes croit. petites réductions. D'accord. Alors, Dar Abdeltif également, Oui, alors dans la collection des beaux livres aussi, des lieux à découvrir. des lieux à découvrir, c'est fait par Moulji Abdeltif. Elle sera présente au salon, il y aura une vente dédicace, Inch'Allah. Ouais. El Bourda. Oui, un poème. Et on finit avec d'ailleurs. Et il y en aura d'autres, hein, vous allez les découvrir sur place. Peut-être parler du livre de Salima Swakri qui sera présente aussi au salon du livre. Ouais. Ah voilà le petit pocket. Alors le petit pocket, c'est le pocket Salima Swakri. Il y a aussi Rachid Morloufi dans la. Alors c'est les sportifs d'exception. Et Rachid Morloufi, pour montrer. Voilà, le pocket. Oui, On est en train de les voir à l'image. d'accord. Et il y a de superbes ouvrages à découvrir à l'occasion de Alors, le d'Istanbul guide à de Vilaya. Boumerdes en passant par Rachid Merloufi. On parle des marque-pages aussi. Et on finit avec les marque-pages. Alors les C'est marque-pages. c'est le petit cadeau de la maison d'édition au Petits lecteur. cadeaux, ils sont Ouais. gratuits. Et puis ils mettent en lumière des artistes. On met en lumière à chaque fois des artistes. C'est ça, des photographes? Oui, non, pas spécialement photographe, mais cette fois-ci, c'est Chefia Loudjissi, elle est photographe, une jeune photographe, qui expose actuellement à la galerie Ifru Ouais. Design au Télémli. D'accord. Voilà. Donc il faut les demander au libraire, c'est gratuit. Voilà. On rappelle pour le concours que les gens peuvent
donc se rendre soit sur la page Facebook d'El Bayazine ou alors sur le site internet elbayazine.com. Le règlement y est, il est en version donc française et en arabe. Oui. Et donc les gens peuvent participer avec des manuscrits en arabe et en français à nous transmettre avant le 9 novembre. Je rappelle peut-être l'adresse email, rédaction Très bien. @elbayazine.com. Très bien, c'est dit, Voilà. c'est donné. Merci. Merci Samira. Rappelons que vous êtes coordinatrice éditoriale et que à cette occasion, vous nous donnez rendez-vous du 1er au... C'est au 10 ou au 9 Du 30 au 30 octobre au 9 novembre à la SAFEX. à la SAFEX pour le Salon international du El livre Bayazine est dans le d'Alger. pavillon central, normalement. Merci madame, Merci. c'était un plaisir. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Et d'ailleurs, en attendant, octobre, c'est octobre rose. Vous avez peut-être remarqué le petit... Il est tordu, mais... enfin, tordu, il est à l'envers. Il est à Mais l'envers, c'est pas ouais. grave, hein. Le but, on l'aura compris. Alors, enfin, le message est passé. Octobre rose, le mois voilà, de sensibilisation au cancer du sein. Ben, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines et on continuera à le faire, en tout cas tout au long de ce mois. Dans quelques instants, on va parler sport. Mais juste avant, en parlant d'octobre rose, avec Feri El Hamdi, on va parler sensibilisation. Sensibilisation au cancer du sein dans les zones rurales. Feri El Hamdi, on se retrouve juste après. Dans le cadre d'Octobre Rose, l'association Al-Amel de Hadjarat al-Nasr poursuit ses multiples activités de sensibilisation des femmes rurales. L'association ML Santé de lutte contre le cancer du sein, en collaboration avec le PSP de Cherchel, on a fait cette sortie dans le cadre de la sensibilisation, toujours dans la sensibilisation et le dépistage. La sensibilisation donc consiste à faire connaître à toutes ces femmes leur expliquer, leur parler de la maladie, du danger de la maladie et de la prévention de cette maladie. Comment prévenir la maladie? Donc parce que quand on prévient, quand on fait un dépistage précoce avec une autopalpation, avec une mammographie, on peut détecter la maladie à temps et bien sûr quand elle est détectée à temps, elle est curable à presque 100%. Je témoigne que ces dames et ce personnel qui veillent avec une grande attention jusqu'à dépenser de l'argent de leur poche pour mener à bien cette mission sublime, noble et sublime. L'association Al-Amel Santé de Tipaza, forte de plusieurs membres dont des médecins, des psychologues, des sages-femmes ainsi que des volontaires. Elles sont jeunes, dynamiques, elles mènent des actions de sensibilisation, surtout dans les zones rurales, à travers toutes les villes de la wilaya de Tipaza, pour engager les dépistages précoces. باش نفهموكم على هذا المرض نهضروا لكم عليه داكو باسكو قد ما الانسان يكتشفه على البكري قد ما راح تكون النتائج احسن ان شاء الله. Là, on reçoit la patiente. Elle a besoin d'être rassurée, d'avoir assez d'informations, ce qu'on appelle l'éducation pathologique, c'est-à-dire expliquer à la patiente ce que c'est la pathologie, ce que l'association peut lui proposer comme aide. Nous sommes à El Hamdania, à quelques kilomètres de la wilaya de Tipaza. Elles sont là, présentes rien que pour sensibiliser et prendre en charge ces femmes qui se trouvent dans ces régions enclavées. Bon, pour ces sorties, vraiment, ça se prépare. Là, pour nous, on fait un effort, mais c'est un effort, on se fatigue, mais pour le bien de cette campagne de sensibilisation, ce qu'on espère, là, c'est que ce message, bénéfique, que toutes ces femmes en profitent. Mais si, et puis ça y est, elles sont passées, on fait rien. On leur demande de faire leur mammographie, de faire leur autopalpation et de prendre soin de leur santé, parce que c'est très important. Dès 25 ans, une palpation par un professionnel de santé, une fois par an, est recommandée et en plus dès 40 ans, une mammographie tous les 2 ans. Ce droit au dépistage sauve des vies. Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10.
لا الراديو نسطر يذمر يدش ولا شغل والو ولاش حتى هذا المرض معليش بصح نتين باش نزف. Ouais, reste là-bas. Reste là-bas, tu me déranges là. Alors, du coup, excellente matinée à vous tous. On a parlé de livres il y a quelques instants. C'était l'occasion de revenir un peu sur le SILA. Le SILA dans sa 24e édition. C'est du 30 octobre au 9 novembre prochain. C'est le rendez-vous littéraire par excellence pour les amoureux du livre et pour ceux qui veulent s'initier au livre. Tu sais, lire un livre dans ta vie, ça te fera pas de mal. Hein. Des fois, ça rend moins bête. Je dis ça, je dis rien. Alors du coup, après les livres et le concours lancé donc à vos manuscrits pour le patrimoine, on va parler sport. Vous le savez, la semaine dernière, on était revenu un peu sur la tenue des championnats d'Afrique de voile ici en Algérie. Alors championnat d'Afrique de laser et RSX, voilà, vous l'aurez compris, ça s'est terminé hier avec comme moisson 5 médailles, 2 en or et 3 en bronze. Combien a-t-on arraché de place pour aller aux Jeux de Tokyo en 2020? Les réponses là tout de suite avec les invités. Allez, rentre, je sais que t'attends plus tout ça. Allez, rentre, bien. Hakim Kishou, bonjour, comment ça va bien? Ça va très bien. Alors, vos invités aujourd'hui, Hassan Djilali, président de la Fédération algérienne de voile, bienvenue. Ça va depuis la semaine dernière? Vous avez pris une couleur par contre, hein? Ah oui. Ah ouais, quand même. Hein. Il y avait beaucoup de soleil, c'est tout à fait normal. Ouais, tout à fait normal. Grégory, j'allais dire Georges. Alors, Grégory Masson, bienvenue. Vous êtes entraîneur national. Entraîneur des équipes de planche à voile. Eh ben super. Amina Berichi, championne d'Afrique RSX. Et ça qualifiée au JO. Qualifiée au JO? Ah, la classe, hein? Voilà. Allez, tranquille. Tu vas voir, c'est bien Tokyo. C'est cher un peu, mais c'est bien. Si tu fais un peu de tourisme, en tout cas. Hamza Bourras, bonjour. Bonjour, ça champion d'Afrique RSX aussi. Et qualifié au JO pour ça. Qualifié au JO pour la deuxième fois. Ah ouais. Il était en 2016 à Rio. Top, hein. Vous êtes content? Très. Vous êtes sûr ou vous faites fort parce que... Ouais, très. Non, très. Non, ils sont fatigués, ils sont encore dans... Ouais. Ils sont Vous fatigués, avez fait la ils sont fête encore- toute la soirée? Non, Non. même pas. Tranquille. Ils sont sérieux. Ouais, c'est la bonne ambiance chez vous. Non. Ah, mais ils sont fatigués, quand même. Après une semaine de pression, c'est tout à fait normal. Ah ouais, non, c'est clair. Alors, du coup, on en parle ce matin, on y va. Championnat d'Afrique. Vous avez été, vous? Bah oui, Ouais, j'ai été à deux reprises, bien sûr. Vous y C'était étiez. lors de la première journée de compétition et lors de la cérémonie de clôture, bien sûr, travail oblige. Le sport oblige, donc on est parti 2 fois, mais on a couvert toute la semaine, on était derrière donc, ce championnat d'Afrique. Ils ont eu du mal. C'était difficile, c'était compliqué, le vent qui se faisait désirer bien sûr à tous les jours pratiquement, mais par la suite tout s'est très bien déroulé dans cette compétition et où les Algériens, grosse bataille, hein, c'était très serré et il fallait pas se louper. Donc l'objectif au départ était de 4 places, malheureusement en laser standard et radial ça a été un peu plus compliqué, il y avait quand même des athlètes qui avaient plus d'expérience, qui étaient présents. Pour l'Algérie c'était pour la plupart des jeunes, dont je dirais pas la première expérience, un président si je me trompe. Non, c'est pas la première. Mais bon, c'est vrai que c'était compliqué pour le laser. Par contre, le RSX, qui était quand même une discipline assez importante hein, pour la participation au JO, là, la bataille était rude et les Algériens se sont très bien comportés. Ça a été compliqué face à des ténors hein, de la discipline, comme le Seychellois, donc Lagardère, mais également les Égyptiens qui étaient présents et les Marocains, les Tunisiens qui étaient là également. Donc c'était très compliqué, c'était tiré par les cheveux. Heureusement pour nous et heureusement pour les champions qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu et à s'imposer lors de la dernière journée, hein, parce que c'était très serré jusqu'à hier. Et c'est hier où tout s'est dessiné, surtout qu'hier c'était le final, puisque les points comptent double, et là il fallait pas se louper. T'as tout dit, quoi. Voilà. Je te laisse maintenant poser des questions. Non, mais laisse-les. Il y a eu le vent que vous souhaitiez ou pas? Oui et non. Ouais. Voilà, parce que Vous savez, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de vent, hein, personne ne vous tape pas sur les doigts. On le voit là, ils sont obligés de faire des efforts donc, pour accélérer. Non, les 2 premières journées, c'était un vent léger où, pour les lasers, on se comportait très bien sur le laser. Ouais. Parce qu'on n'a pas le gabarit des Africains. On était tout le temps, les 2 premières journées, premiers sur le laser. Malheureusement, il y avait beaucoup de vent les 3e, 4e journées. Et ça a fait la différence pour le laser. Par contre, les planchistes, ils sont très bons. Petit temps, grand temps, on n'a jamais eu de problème. Avec la contribution de Grégoire, c'était sympa.
C'est-à-dire que ça a été très complet comme championnat. C'est rare d'avoir autant de conditions différentes et c'est assez difficile d'être bon dans toutes les conditions. Donc effectivement, on a eu 2 jours de petit temps, ce qu'on appelle le petit temps, peu de vent, et 2 jours avec un vent soutenu, le nord-est qu'on a régulièrement ici, que vous avez régulièrement, qui se sont sortis très très bien les 2 premiers jours. Après, en ayant pris l'avantage, je pense que le stress est monté un petit peu. Et ils ont réussi à revenir. Et la medal race, donc la manche finale d'hier, s'est passée dans des petites conditions qui nous sont, on va dire, favorables, mais surtout dans lesquelles ils ont très bien travaillé. Ouais. Et grâce auxquelles on a eu 4 médailles. Avant la compétition, quels étaient vos pronostics? Vous tabliez sur combien de médailles? En restant terre à terre, parce que bon, après tu peux dire ouais, moi je savais que j'allais être champion d'Afrique. Mais auparavant, vous vous êtes dit quoi? Attends, mais là j'ai l'impression d'être un nain à côté de tout. La fédération voulait la sélection. Entre ce qu'on veut, c'est un peu comme l'histoire de ta femme. Ce qu'elle voudrait et ce que tu es, c'est deux mondes complètement différents. Non, mais elle regarde peut-être. Il faut qu'on fasse attention. Non mais je veux dire, vous êtes un peu plus lucide. Bon, l'athlète, il rêve d'une médaille, il y travaille. Mais avant tout, c'est un souhait, après en espérant que les conditions soient réunies. Ce qu'on savait, c'est que entre Hamza et le sportif des Seychelles, c'était très serré. Donc on savait que ça allait être soit l'un ou l'autre juste devant et que ça allait être très serré. Donc on espérait que ça se passe bien, mais on savait que c'était pas gagné. Ouais. En tout cas pas gagné d'avance. Avec les filles, on savait qu'on avait un écart de niveau plutôt favorable pour nous. Ouais. Il s'est avéré que c'était effectivement on a gagné, mais ça n'a pas été aussi facile qu'on aurait pu l'imaginer au début. Bah ouais. Puisque l'Égyptienne s'était bien préparée, elle était notamment allée au championnat du monde en Italie et elle arrivait avec le rythme qu'il fallait pour un championnat comme celui-là. Donc, et qu'est-ce qui a fait la différence? C'est le courage. L'équipe, les coachs. Les coachs, et les athlètes. Qu'est-ce qui a fait la différence? Le mental a beaucoup joué parce qu'il y a vraiment eu. Il y a vraiment eu beaucoup de tensions sur cette compétition. Il y avait peu de nations en fait représentées par rapport à d'autres événements. Hein. Donc c'était vraiment presque un duel chez les féminines. Et à ce jeu-là, c'est certainement le mental qui a fait la différence. On a vu que nous, on a fait de petites erreurs, c'est vrai. En planche à voile, c'est celui qui fait le moins d'erreurs qui gagne. L'Égyptienne a fait de grosses erreurs comparées aux erreurs qu'ont pu faire nos filles. Et je dirais que chez les garçons, il y a eu Hamza a fait un très beau travail. Il a été accompagné aussi par l'équipe qui a vraiment mouillé le maillot et qui s'est investi. Ramzi aussi qui était derrière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ramzi qui jusqu'à la dernière manche. Qui a pris la 3e place. Voilà. Idem pour également pour Katia. La baisse, hein, Katia qui a beaucoup aidé pour la première place de Amina, qui a beaucoup travaillé. Ils ont travaillé en équipe. Vous avez bien bronzé. La remarque du journaliste qui ne connaît pas du tout votre sport et qui va trouver tous les à côté. Oh, sinon le soleil, vous avez. Ils nous invitent souvent à venir participer à des régates, la Fédération Algérienne de voile. Donc, moi je me tape les cours. Moi je me tape les formations d'Arpache et ce qui va avec en attendant. Alors, bien. On va commencer par Amina. Tiens, vous êtes dans quel club? Vous vous entraînez où? Quel est votre palmarès jusqu'à présent? Je suis d'origine oranaise, club Sinbad, Ain Tork. Je suis dans l'équipe nationale depuis 2013. D'accord. Je suis déjà vice-champion d'Afrique en BGA en 2014. Et c'est ma 2e championnat d'Afrique. 2014-2019, 5 ans entre les deux. Hein. Ouais. Donc on continue d'y croire entre les deux? Qu'est-ce qui s'est passé les années passées? Il y avait moins de bonnes conditions, il y avait moins de moyens pour se préparer. Vous avez abandonné à un moment où vous êtes revenu? Vous l'avez jamais? Si. Ah, vous avez abandonné? Oui, c'est à cause des moyens. La planche à voile, les voiles sont un peu chères. Et les clubs chez nous? Voilà, les clubs. Là, les clubs n'ont pas d'argent, c'est pas dit qu'ils essaient avec leurs efforts. Ils essaient avec ce qu'ils ont. Ouais. Voilà, ils font des efforts. Ouais. Et là, cette année, la fédération a quand même mis le paquet avec les moyens qu'ils ont pour pouvoir ramener tout le matériel adéquat pour ce genre de compétition et pour la suite, hein, bien sûr. Avant ces championnats, vous pensiez, quel était votre objectif? Vraiment la médaille d'or ou Oui, bien sûr. Ah, dès le départ. Hein. Vous êtes arrivé, vous êtes dit, moi, je prends la médaille cette année. J'ai déjà pensé à ça. J'ai travaillé dur pendant toute l'année avec les coachs, l'investissement de la fédération. Elle a beaucoup aidé dans mon club et tout. Ouais. Et après,
avec le travail. Confrontez-vous aux athlètes au niveau international. Bon, là, c'est des championnats d'Afrique, c'est super. En plus, ça se déroule en Algérie. Peut-être plus de moyens pour l'organisation, mais moins de contraintes de on envoie tel athlète, on n'envoie pas tel athlète, comme ce qu'on a fait il n'y a pas si longtemps en athlétisme et autres, et pour les Jeux africains. Là, dans votre cas, bon, c'est plus facile, mais est-ce qu'il est facile aujourd'hui pour vous de faire confronter vos athlètes au niveau international? Alors moi, j'ai pris l'équipe en main avec les 2 entraîneurs masculins et féminins récemment, au début de l'été, fin juin, début juillet. Donc on a fait 2 stages à domicile, ici en Algérie. Maintenant, pour les Jeux Olympiques, il va falloir se préparer beaucoup plus sérieusement encore. Ici ou ailleurs? Et donc à l'étranger, et donc aller rencontrer les étrangers, puisque voilà, ce qui manque un peu à l'équipe actuellement, c'est une expérience de la régate. Alors Hamza, qui a déjà des années derrière lui d'expérience en compétition, est moins concerné, mais pour l'ensemble de l'équipe, il faut vraiment maintenant... C'est un sport très tactique, très stratégique, et il va falloir travailler à ce niveau-là. Mais dans tous les sports, de toute manière, si on veut que nos athlètes soient bons à l'international, il faut leur permettre déjà de voyager, de rencontrer, d'être confrontés à un autre niveau, à une autre culture et autres. Exactement, mais on doit faire tout ça. Voilà, mais on doit faire tout ça. On doit faire tout ça avec modération, parce que déjà, tu dois faire des compétitions à l'étranger, éventuellement des stages. Au lieu d'aller faire des stages en France ou ailleurs, parce que les Français sont les meilleurs sur la planche à voile au niveau mondial, on préfère faire venir un entraîneur et faire bénéficier un panoplie d'athlètes. Au lieu de faire... mais peut-être la géographie n'est pas la même, peut-être que les terrains d'entraînement ne sont pas les mêmes, les mers d'entraînement, j'ai envie de vous dire les mers dans le cas présent, mais le vent n'est pas le même, les régions ne sont pas les mêmes. Non, les plans d'eau, pratiquement, c'est la Méditerranée. Et puis, déjà on doit avoir une stratégie de travail. C'est pas aller à l'étranger pour aller. De préférence, se préparer très très bien en Algérie. Et quand on part sur une compétition internationale, c'est pour élever notre niveau, c'est pas pour faire du tourisme. Et maintenant, on est sur une deuxième phase, c'est qu'on vient de qualifier les athlètes. On est dans l'obligation de se confronter avec les meilleurs au monde. Ça sera une autre manche. C'est ça. Voilà. Je ne vous ai pas dit d'aller faire du tourisme. Non, je sais, mais... vous êtes un coureur de Wergla, je vais vous le dire. On ne parle pas de voile là. Vous êtes un coureur de Wergla. Vous avez un 1500 mètres et vous avez des pattes qui sont capables de tirer un 1500 mètres à 3,40, 3,35. Vous avez les minima pour aller au JO. Vous partez de Wergla au JO, vous faites la Golden League et vous faites tous les meetings et ce qui va avec. C'est ça, à un moment, je veux dire, le sport est une science, qu'on soit bien d'accord. Cette science-là, elle est étudiée dans le monde. On sait que pour faire évoluer des athlètes, on ne peut pas les confiner entre eux. C'est comme élever des enfants à la maison, et puis un jour les envoyer à l'école. Ils ne savent pas ce que c'est que l'effet challenge, ils ne savent pas ce que c'est que rencontrer l'autre. C'est tout à fait normal, mais on doit être pragmatique dans notre travail, avoir une planification bien, et des programmations pour les compétitions internationales. Maintenant, on s'est qualifié. Pour votre information, on a fait 2 compétitions internationales de haut niveau. Mais je posé la question, moi j'ai pas dit que vous l'avez pas fait, j'ai posé une question. Non, j'aimerais bien expliquer les choses, c'est que... Non, c'est bien. C'est une question. C'est ça, on doit avoir un débat critique, même au sport. J'ai pas encore critiqué, je suis au début. Non, il y a un débat critique. Voilà. Et on a fait 2 compétitions internationales pour les planchistes. C'est bien ça. Et maintenant... Il y en a encore une la semaine prochaine, ce sera à Alexandrie. Déjà on aura le championnat arabe, et puis il y a toute une programmation, tout un projet de planification, de préparation pour les Jeux Olympiques avec l'entraîneur. Et les entraîneurs nationaux qui malheureusement ne sont pas venus aujourd'hui. C'est pas grave. Voilà. Grégory Masson, juste avant de repasser chez Hamza. Vous vouliez dire? Oui, j'allais dire effectivement, pour compléter ce que dit Hassen, il y a une base technique. La priorité, c'était de travailler sur cette base technique, d'élever le niveau technique. Maintenant, ça a été fait. On va continuer peut-être un petit peu encore. Et on va aller affronter les étrangers et prendre cette expérience. Super. Hamza, comment ça s'est passé pour vous la première fois à les Jeux de Rio? C'était peut-être un peu une exception la première fois. C'est la deuxième. C'est un autre charme pour cette qualification aux Jeux de Tokyo 2020. Oui, salam alaikum. Bon, alhamdoulilah, c'est la deuxième fois qualifié aux Jeux Olympiques. Voilà, la dernière fois 2016, mais c'est la première fois qu'on qualifié les Jeux. Mais Inch'Allah, on va travailler avec les coachs, Inch'Allah. On va donner max
شحال في عمرك؟ C'est à mes 31 ans. 31 ans. Ce sport, on peut aller jusqu'à quel âge? Pratiquement 40. Ah oui, tranquille quoi. Voilà. C'est pas le foot, hein. On vire pas les joueurs après. L'Égyptien fait 42 ans. Tranquille. Non, c'est pour ça que mais nous, on découvre des sports. Donc c'est bien de poser même des questions C'est comme bêtes, le tu vois. cyclisme, c'est à partir de 30 ans qu'on est meilleur. Quoi. Voilà. Il y a quelques exceptions à 20 ans, 22 ans, sont mais vraiment sinon, des exceptions. Sinon, il y a une telle expérience, on a besoin d'une telle expérience qu'à 30 ans qu'on perd. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que cette discipline qui est le RSX, ça fait pas très longtemps qu'elle est pratiquée en Algérie. Avant, il y avait la planche à voile. Là, le RSX, qui est une nouvelle discipline olympique. L'Afrique a... Tout va bien. Non, pardon. Ouais, bah, merci. L'Afrique a eu droit seulement à 2 places, une pour les garçons, une pour les filles, 4 places en laser donc radial et standard. Pour vous expliquer, le radial c'est pour les messieurs si je ne me trompe pas, c'est l'inverse, le radial c'est pour les femmes et le standard c'est pour les filles. On ne peut pas tout connaître, hein. Entre les hors-jeux, la touche, les coups francs, donc machin, voilà, il faut pas tout, on peut pas tout connaître dans le sport, hein, donc on peut connaître, et donc c'est pas évident de placer autant d'athlètes, connaissant un petit peu le niveau qui existe en Afrique. C'est vrai que c'est compliqué, quand il n'y a pas beaucoup de place, on n'a pas trop le choix. Il y a des priorités. Alors, 31 ans, vous êtes dans quel club? Un club Albab. Albab, c'est celui là. C'est le Marsa. ملي بديتوا انت تما؟ Vous êtes dans la région. C'est un enfant de la région, quoi. Voilà. Un enfant du club. Oui, de la Pérouse. C'était dans son quartier. Combien de fois champion d'Afrique? 4 fois. Ah, c'est tout. Il en fait pas tout un plat. Ça me rappelle, moi, le nombre de fois où j'ai passé le bac, quoi, 3 fois. J'aimerais bien revenir sur Sami Derès. Hier, c'était un point. Le Seychellien était devant avec un point. Sur Hamza, il n'y avait pas de vent. C'est ce qu'on craignait. Il y avait juste une course. Et les points comptent double. La pression qu'on sentait, mais quand tu vois des athlètes avec ce niveau, j'étais impressionné. Ils étaient zen pour la manche. Ils gagnent. C'est vraiment exceptionnel. Ouais, tu as un retard d'un point qui est doublé. Tu fais comment pour rattraper? Tu te sens comment dans ta tête d'abord? C'est un sport, j'imagine, psychologiquement rude, quoi. Ça se passe ici, non? Oui. Ça se passe ici. وكيف تخسر بالنقطة كيف بان بوان النقطة وليلى ترفض البرتقال. Alors non mais pas du tout arabophone. Bon, ok. Enfin. J'ai fait Abdelhamid Bnoubadis, Garidi 3, et Lissi Hamiak. Celui que je rajoute et j'ai fait Deli Ibrahim. Après j'ai décidé de passer à autre chose. Non mais sérieux, كان خاسك un point. Un point. كيفاش تحس روحك في راسك؟ في راسي لازم نربح الان بوان هذيك. ما عندي حتى solution. Et qu'est-ce qui a fait la différence? Comment il a fait pour... Qu'est-ce qui fait la différence entre un athlète qui est bon, mais qui va perdre parce que je sais pas, et un athlète qui a du retard, qui est bon quand même, mais qui a un point de retard, qui est doublé en plus, et qui va aller jusqu'au bout et va arracher la victoire? Je dirais que Hamza préfère cette place-là. Ouais, Hamza préfère être juste derrière sous pression et pouvoir attaquer. Pour l'instant, quand je l'ai vu juste devant et qu'il fallait défendre, il était un peu moins à l'aise. D'accord. Moi, hier matin, les entraîneurs étaient stressés. On avait passé une nuit horrible. Horrible, on n'a pas dormi de la nuit. Les trois, on n'a pas dormi de la nuit. Il y a beaucoup de sportifs qui n'ont pas dormi. Hamza, le matin, il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Je me dis, c'est bon, c'est fait. Ah oui, hein. Ça va se faire, c'est bon. D'accord. Il l'a fait. Mais c'est-à-dire que cette année, d'ici Tokyo, vous allez travailler quoi? Vous savez qu'il aime bien être derrière et attaquer un moment. Vous allez travailler le contraire. Quand il est devant, comment il peut maintenir sa suprématie sur le truc? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il va y réfléchir. Il va falloir y réfléchir, il va falloir voir sur les compétitions comment on peut mettre ça en œuvre. Mettez-moi consultant dans votre fédération, je pose juste ces questions. C'est une bonne remarque. D'accord, vous avez travaillé sur... Donc vous avez 2 athlètes qui sont qualifiés, ça c'est vous. Là c'était un... Comment dire? Au niveau africain, effectivement, c'est le mental qui a fait la différence. Au niveau international et pour les Jeux Olympiques, il va falloir retravailler un peu sur le technique et sur l'aspect stratégique, comme je disais, et l'aspect mental, il sera un petit peu plus tard sur la fin de la saison, sur la fin de la préparation. Tout va bien? Très très bien. Ah bah oui, après, maintenant, il va falloir vous allez essayer de qualifier d'autres? Non, il va falloir maintenant financer tout ça. Non mais attendez, est-ce que vous allez essayer de qualifier? Il y a un autre moyen de qualifier un joueur? Voilà, il y a un moyen de qualifier un laser, je ne sais pas, peut-être on a plus de chances pour avoir une fille en radial. On y travaille sur ça. Bonne chance en tout cas. Voilà, merci. Il y a les moyens de financer la préparation?
Normalement, le ministère de la Jeunesse et des Sports, il va allouer une bonne subvention pour les athlètes qualifiés. Il y a le comité olympique, normalement, qui va nous aider. Nous avons quelques sponsors. Oui. On va pas les citer ici. Oui, et ils vont nous aider. Bon, ils sont tout le temps avec nous. Normalement, on sera au rendez-vous, il n'y a pas de souci. On leur souhaite bonne chance surtout. Merci. Ah oui, ça c'est important. Surtout pour eux qui vont aller bah oui, à Tokyo. Donc, attends, vous avez financé le foot, c'est vous étiez comme ça sur le foot. Moi, je n'ai jamais là, il y a de la personne. Non, je parle aux industriels. Tu as financé le foot comme ça et vous étiez tellement nombreux qu'on ne voyait même plus qui était la marque qui était sponsor. Que pour une fois, vous avez de la chance d'aller sur un sport où ils sont qualifiés à l'une des plus grandes compétitions planétaires. Et en plus de ça, il n'y a pas beaucoup. Donc, du coup, tu paraîtras bien avec ton sourire. Bonne chance, j'espère que ça va marcher. Merci. Merci. Et sinon, vous allez célébrer la médaille à Oran. Bien sûr. Ouais. Vous allez être attendu comme une star, quoi. Inch'Allah. Comme une héroïne. Et vous, hier, c'était à votre domicile. Ouais, il y avait la présence de la maman, donc elle avec son papa également qui était présent, qui est venu la soutenir, qui a fait ses études avec moi, à titre d'information. Sérieux ? Le CEM. On a fait le CEM ensemble quand on était jeune. Super. C'est un très très bon véhicule planchiste, le papa. D'accord. Voilà. Vos parents aussi font de... Ouais, mon père. Ah, ils faisaient ça ? Le papa. خاوتي داروا C'est une histoire de famille, quoi. C'est une histoire de famille, la voile c'est une histoire de famille, les gens de la mer ils sont comme ça. La fin du mot ou le mot de la fin vous revient. Merci Mahrez pour l'invitation. Vous êtes chez vous ici. Voilà. Hakim qui à chaque fois il y a une compétition de voile, il vient. Et merci la télévision algérienne. Bah oui, j'ai fait les stand-up, on a fait des papiers, on a fait les stand-up, et encore un papier qui doit passer ce midi sur ce qui s'est passé hier pour Et on remercie la télévision algérienne qui nous a soutenus toute la semaine. Voilà. Merci. Voilà. Merci Monsieur Grégory Masson, bonne chance en tout cas. Bienvenue en Algérie, ça fait que 3 mois que vous êtes là. On vous souhaite beaucoup de succès encore. Merci. En même temps, vous êtes chanceux, vous arrivez de qualifier à Tokyo. C'est ça. Franchement, c'est le top. On ne pouvait pas demander. Il n'a pas fait le déplacement pour rien, voilà. Ouais. On dirait alors, juste un mot sur le foot et la mise à jour du championnat de Ligue 1 et ce derby tant attendu qui n'a pas eu lieu. Voilà, bon, ouais. pour faire court, on en reparlera longuement ce soir dans l'émission de Canal Foot à partir de 21h. Et à boire et à manger sur ce Voilà, il y a eu une mise à jour hier, il y avait 4 matchs qui étaient au programme, 3 seulement se sont déroulés. Un seul, le Big Derby, le 105e entre le Mouloudia et l'USMA d'Alger qui n'a pas eu lieu. L'USMA a refusé de jouer en raison de la présence de quelques joueurs en équipe nationale militaire et d'un joueur qui était en Libye, à savoir à la AFI. Le Mouloudia d'Alger, lui, s'est présenté. Les arbitres étaient présents au stade du 5 juillet, on voit les images. Sauf que maintenant, il va falloir attendre la décision de la commission de discipline et de la Ligue professionnelle de football pour savoir qu'est-ce qui va en être de ce match et des points, est-ce qu'ils vont être... C'est-à-dire que même les supporters se sont déplacés, quoi. Les supporters du Mouloudia étaient présents, les supporters de l'USMA d'Alger, eux, étaient au stade Omar Hamadi parce qu'il y a eu une séance d'entraînement. Les USMistes, eux, ont pris la décision tout au long de la semaine de dire qu'on ne jouera pas ce derby puisque nous n'avons pas nos joueurs. Mais ce qui est étonnant, c'est pourquoi la Ligue n'a pas réagi avant. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Moi, que l'USMA ne veuille pas jouer, c'est... Je sais pas quoi. Non, mais ils n'ont pas répondu. Pour la Ligue, il n'est pas question. Bon, c'est des dates. Il y avait la date FIFA avec la présence de l'équipe nationale. Ce match de l'équipe nationale, cette double confrontation entre la République démocratique du Congo et le 15 face à la Colombie. Logiquement, quand il y a l'équipe nationale qui joue, tout le monde est au courant que les matchs de championnat sont décalés pour la présence et pour respecter l'équipe nationale. Pour les clubs qui sont... Voilà, pour respecter l'équipe nationale. Là, pour ce qui est de ces matchs de mise à jour, ils avaient été programmés, ça fait un bon petit moment. L'USMA d'Alger avait décidé et avait déclaré qu'elle ne jouera pas ce derby. Elle avait demandé à la Ligue de reporter ce match. La décision est restée entre les mains de la Ligue professionnelle de football qui a décidé de maintenir cette rencontre. C'est une polémique. Il va falloir maintenant temporiser, attendre et voir ce qui va en être. On a joué également pour le compte de la 8e journée de Ligue 2. C'est l'Olympique de Médéa qui en a profité puisque Tlemcen a perdu et Médéa qui a fait match nul et qui prend la tête du championnat de Ligue 2. Ce soir, il se passe quoi dans Canal Foot? Eh bien, il se passe qu'on sera ensemble. Il y aura donc Youbi pour parler d'arbitrage, il y aura Ahmed Laribi, il y aura Abdel Nourkawa et on va revenir sur ce qui s'est passé. Voilà. On reviendra sur ce qui s'est passé lors de cette mise à jour du championnat. T'as entendu ou t'as pas entendu? J'ai entendu celle de Ahmed Laribi, il n'y a pas de souci. Ahmed, il te passe le bonjour. Voilà. C'est déjà fait parce qu'il me suit chaque matin. Allez, très bien. Moi, je l'aime beaucoup en plus. Et j'aime tous vos consultants, Ahmed Laribi en particulier.
Allez, merci à tous, merci beaucoup, bonne chance. Merci. Bon retour à la dure réalité des entraînements. Et bonne chance pour Tokyo d'avance, en espérant que vous serez de passage sur ce plateau. Faites pas comme les joueurs de foot, hein, dès qu'ils deviennent stars, ils passent plus sur les plateaux. Par contre, moi je me rappellerai juste une chose, j'ouvre et je ferme la parenthèse très rapidement. Soraya Haddad, tu t'en rappelles ou pas? Oui. Et comment il s'appelait celui qui a... C'était Mkhloufi? Non, c'est pas Mkhloufi. Ah, l'ancien judoka aussi. C'est Ben Yakhlef. Ben Yakhlef. Ammar Ben Yakhlef. Ils étaient rentrés des JO avec des médailles. Voilà, ils sont allés où? Ils sont venus à Canal d'Algérie, au Mondial d'Algérie. Voilà, merci. Et ça nous a fait plaisir. Bah ouais, parce qu'ils sont pas venus chez nous, ils sont venus chez les gens. Aussi. Ça fait plaisir, Bah voilà. c'est ça, c'est ce que je dis. Et ce qui est bien, c'est qu'ils viennent pas chez nous. Ben, ils viennent pour les téléspectateurs, c'est tout. C'est ce qu'il faudrait comprendre. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci, coach. Merci aux athlètes. Allez. Ciao. Merci à moi. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec qui? Avec les drôles de dames de la matinale. Il y aura d'un côté Myriam Moussaïd avec son invité. Aujourd'hui, on va parler de comment extraire l'huile. Bah oui, l'huile essentielle ou l'huile tout court. Comment fabrique-t-on l'huile? Avec quelle technologie? Est-ce que ça se fait avec les méthodes anciennes ou pas? On recevra aussi sur le plateau, il y aura Mounia Ouitis. Comment annoncer la bonne nouvelle? Ah oui, tu viens de tomber enceinte. Comment tu l'annonces? À ton mari, ton beau-père, ta belle-mère, ta mère ou ton père. Par qui commencer? De quelle manière l'annoncer? Ça, on en parle avec Mounia. Et puis, il y aura Siem Kenouch et Maya Gwini. Mais ça, ce sera juste après qui? Juste après ce reportage de Leïla Benaïcha sur les sacs en plastique, un danger pour la santé et l'environnement. Que faut-il faire pour s'en débarrasser? C'est parti avec elle. Le sac plastique excessivement utilisé dans la vie courante, souvent à usage unique et non recyclé, il devient un réel danger pour la santé et l'environnement. Le plastique c'est constitué principalement du polyéthylène, dérivé du pétrole. On le trouve à grande utilisation suite à sa simple production, son faible coût exactement, plus précisément. Donc il est distribué à grande quantité et en masse au niveau des supermarchés et tous les commerces en fait. Et c'est là où c'est cet aspect-là qui va poser problème par la suite. En Algérie, l'utilisation du sac plastique va jusqu'à l'extrême, où le sac rentre en direct contact avec les aliments et la menace nous viendra de nos assiettes. On a remarqué ces dernières années une utilisation abusive des sacs en plastique, donc il y a une invasion des sacs en plastique. On ne les utilise pas uniquement pour emballer ses courses, mais malheureusement on les utilise même comme des récipients pour des jus qui se vendent à l'extérieur, pour tous les aliments. Et là, il faut tirer la sonnette d'alarme parce que les particules, les microparticules peuvent migrer vers l'aliment et contaminer l'aliment. Surtout quand, quand les conditions de conservation et de transport ne sont pas respectées avec la chaleur, etc. Composé d'éléments toxiques, la dégradation du sac plastique prendra entre 100 et 400 ans. La conséquence de sa pollution est désastreuse. Quand ça dégrade, ça pollue le sol, les océans et ça nuit à la santé humaine. Les premiers touchés, c'est les littoraux. Et on estime que plus de 75% des déchets retrouvés en mer, c'est des sacs en plastique. La contamination du sol se fait durant la décomposition des sacs en plastique. Malheureusement, ça nuit à la santé des humains, de l'homme. Et toutes ces microparticules vont se retrouver dans nos assiettes, via les animaux ou bien via les aliments qu'on mange. Dans sa lutte contre l'incivisme et la méconnaissance de l'impact négatif du sac en plastique sur notre santé, l'APOS ou Organisation algérienne de protection et d'orientation du consommateur et son environnement, très active sur le terrain, propose des solutions et des alternatives d'urgence aux problèmes. Nous avons lancé deux campagnes qui aillent dans ce sens. C'est la sensibilisation de l'utilisation des couffins traditionnels. Donc ça, c'est une campagne qui a été lancée depuis très longtemps. On a essayé de sensibiliser les citoyens à reprendre l'utilisation du couffin. L'autre campagne, c'est sensibiliser les boulangers d'utiliser les sacs en papier pour la vente du pain. Nous mettons à la disposition des consommateurs un numéro court, le 3311, afin de recevoir leur doléance. Pour la meilleure préservation
et notre santé, couffins traditionnels et sacs réutilisables resteront les meilleurs partenaires. Voilà, la musique en dessous du reportage de Leila Benaïcha, c'était Yann Tiersen. Ouais, si ça vous dit quelque chose, vous passez un compositeur un peu classique, néoclassique. Mais moderne, hein, de maintenant, il est encore vivant le gars. Mais néoclassique au sens où il modernise un peu. Et il joue beaucoup sur les musiques de films. Bonjour mesdames, comment ça va bien? Bonjour monsieur. Bonjour Myriam. Bonjour. Week-end au lit, je le sais. Bonjour Mounia. Oui, bonjour. Week-end avec les petites. Oui, les petites. Je le sais. Bonjour Maya. C'est tout. Week-end repos? Si on veut, oui. Je savais pas. Siam Knouch. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va, ça se conjugue en rouge et noir. Et noir. Rouge et noir. Ouais. Et vert. C'est un bleu-vert. C'est bien, c'est bon. Bienvenue en tout cas. Alors d'un côté, on va parler avec vous d'une formation. Comment extraire l'huile? Ça on y revient. Il y a un invité qui va vous rejoindre d'ailleurs. Mounia Ouitis. Oui. Comment annoncer la bonne nouvelle? Comment annoncer la bonne nouvelle? Par qui commencer? Moi, c'est ça ma question. Par qui commencer? Le papa. Ah ouais, tout simplement. Siam Knouch, l'histoire, on va la découvrir ensemble. Maya Gouini, on commence avec vous. Alors Maya, aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'une association qui s'appelle Orio, Green Bike. Green Bike, absolument. Ouais. Donc l'association Green Bike est une association qui transmet des valeurs, une association citoyenne qui encourage la pratique du vélo et en même temps s'occuper de son environnement, nettoyer et puis aussi pratiquer une activité physique. Mais pourquoi spécialement maintenant? Parce qu'ils agissent dans ce mois d'octobre rose justement, dans la lutte contre le cancer. Ils ont lancé au mois d'octobre, donc le 5 octobre, ils ont lancé une initiative pour encourager la pratique du vélo par les femmes. Donc, d'une part, ça permet de la prévention contre le cancer, parce qu'on sait que l'activité physique prévient contre les maladies, même le cancer. Et d'autre part, pour les initier les femmes qui ne pratiquent pas ou qui n'ont pas de lieu où pratiquer, les initier à la pratique du vélo. Et donc c'était au niveau du musée d'Hippone à Annaba. Ils ont organisé une journée, ils ont mis à disposition des femmes des vélos. Et puis bon, pour en même temps véhiculer un message de solidarité avec d'autres associations bien entendu, d'action contre le cancer. Et ça, c'était que le démarrage, parce que bon, ça va durer toute l'année. C'est pas une activité qui est ponctuelle, et ils font ça chaque année. Et ça, c'est juste pour la lutte contre le cancer. Ceci dit, ils activent aussi pour le nettoiement des plages. Ils activent aussi pour les actions de transmission de valeurs, de fair play, et des valeurs écologiques en général. Donc nettoyer les stades, nettoyer les plages, faire une virée à vélo et en même temps ramasser sur son passage les déchets. Voilà. Et puis aussi, ils ont lancé une école, c'est le Baby Bike. Donc il y a le Lady Bike, le Baby Bike, et aussi le Baby Bike, c'est la première école en Afrique, dans les pays arabes, et la deuxième en Afrique. D'accord. Pour initier les enfants de 2 à 5 ans au vélo, à la pratique du vélo. D'accord. Voilà, ça c'est quelques actions, quelques initiatives. Ils ont lancé dernièrement une autre initiative. L'idée est venue quand il y a eu un but comme ça, un footballeur qui a marqué un but. Et le président de l'association avec des jeunes, donc c'est une association qui a drainé énormément de jeunes. Il a eu l'idée, il s'est dit pourquoi ne pas encourager le footballeur qui marque un but à planter 3 arbres. Voilà, donc ça, il y a déjà eu des joueurs et ça va être généralisé, on l'espère. Ça permet de véhiculer des... Et ils sont connus notamment parce que durant la Coupe d'Afrique des Nations, pour les supporters qui étaient partis au nom de Green Bike au Caire, c'est ceux qui nettoyaient les stades. C'est ceux qui nettoyaient, qui encourageaient les supporters à nettoyer les gradins. Et c'est là où on a beaucoup entendu parler. C'est super ça. Alors l'idée en fait c'était que c'était tout simple. Tout simple. Le président, avec quelques jeunes, a installé des sacs après le match et il s'est mis à ramasser. Du coup, d'autres jeunes
se sont sentis un peu gênés de ne pas avoir eu l'idée ou ne pas avoir participé. Et du coup, ils se sont dit, on va l'aider, on va les aider, on va faire pareil. Et ça a fait tache d'huile. Du coup, tous les jeunes qui étaient présents se sont mis à ramasser et c'est devenu une pratique. D'ailleurs, lors du match le 9 septembre Algérie-Bénin, le match amical, ils ont distribué 400 sacs. Et ils ont fait le nettoyage du 5 juillet juste comme ça, de façon bénévole. Voilà. D'accord, super ça. Ouais, c'est une bonne initiative. Merci. Pourquoi beaucoup. La semaine prochaine, un nouveau coup de projecteur sur une initiative. Et sur la jeunesse et les loisirs. Voilà. Voilà, Greenback. Pour plus d'infos, à la page Facebook. À la page Facebook, ils ont déjà 118 000 abonnés. C'est super ça. Voilà, et ils sont à jour, ils sont vraiment à jour. Ouais. Greenback. Voilà, vert. L'Akhdar. Mon ami l'Akhdar. Ah oui. Vous connaissez mon ami l'Akhdar? Heureusement. C'est Habib Belqsam qui, dans ses chroniques radio d'ailleurs, parle de mon ami l'Akhdar. Allez, merci beaucoup, merci Maya. Allez, du coup, on va passer à vous. Vous avez parlé de l'extraction. Eh oui. Alors, comment on extrait l'huile? Vous savez comment ça fonctionne ou pas? Vous êtes déjà intéressé à ça? Non. Vous savez comment ça fonctionne ou pas? Non, du tout. Non. Ben, on va prendre. Très différent entre l'huile d'olive et le reste. Hein. Ah non, bien sûr. C'est vraiment deux mondes différents. Donc l'extraction des huiles essentielles et l'extraction des huiles, on va dire comme par exemple, voilà, végétales, c'est deux choses complètement différentes. Bah donc ouais, nous allons recevoir Heidi Nourdine, donc qui est chimiste de formation. Donc il est responsable de la formation auprès du Conseil interprofessionnel de la filière des plantes aromatiques et médicinales, Ablida. Donc lui va venir nous raconter et nous dire tout ce qu'il faut faire pour avoir de l'huile essentielle. Et en attendant, on va suivre un reportage que vous avez réalisé sur cette fameuse formation en extraction des huiles essentielles et même de l'huile végétale, c'est ça? Exactement. Ah, c'est bien tout ça. à fait. Mais pour l'olive, c'est taïn, non, c'est le truc, c'est pour écraser. Oui, mais c'est à l'ancienne, oui, d'accord. Maintenant, c'est des machines, tu sais. Ah, mais c'est industriel. Les meilleurs, c'était avant, c'était avec la pierre. Avec la Vous connaissez pierre, ou vous oui. connaissez pas? Si. Oui. Ah, c'était bio en plus. Vous connaissez? Vous avez jamais été? Ah si. Vous savez, il y avait comme... deux grandes pierres et un âne. Deux grandes pierres et un âne. Non, mais d'abord, il y a le bassin. Il y a le bassin qui est en pierre lui-même déjà. Une roue en pierre. Exact, et ça tourne. Et des fois, c'est le hamar. Sérieusement, qui tourne. Qui tourne. Non, mais sérieusement. Et je finis juste avec ça. Et ça donne... Et l'huile, le goût de l'huile était différent. Parce que regardez la matière sur laquelle c'était malaxé. Ben voilà, quoi. On va voir ce reportage, on se retrouve juste après. Reconnus pour leurs puissantes propriétés thérapeutiques et utilisés depuis des millénaires, les huiles essentielles retrouvent un regain d'intérêt auprès des cultivateurs de plantes aromatiques. Et de nombreuses personnes se lancent dans l'extraction traditionnelle des huiles essentielles et végétales. Organisé par le Conseil interprofessionnel et la filière plantes aromatiques et médicinales et en coordination avec la conservation des forêts, de nombreuses formations ont été données au cours de cette année. De ce tamis. Donc pour faire l'extraction, on a plusieurs méthodes de faire l'extraction de l'huile végétale. La formation Hadi, c'est la troisième session concernant l'extraction des huiles essentielles et des huiles végétales et ainsi que la préparation des produits à base de ces huiles-là. D'accord, ça c'était l'un des objectifs de notre conseil. Parce que notre conseil, chaque wilaya, il y a un conseil c'est un conseil interprofessionnel des plantes aromatiques et médicinales. Où il y a un conseil national, bien sûr. Donc l'objectif de ce conseil, c'est pour création des micro-entreprises. Et on a toute une gamme de plantes sauvages. Et notre objectif, sensibiliser les gens à cultiver les plantes. C'est pas avoir l'attestation de formation ou classe. Non, c'est pas ça. C'est pour faire des micro-entreprises. C'est-à-dire après la formation, on leur donne les démarches. Une fois qu'il a eu l'attestation de formation, on l'oriente. Et on a un groupe qui contient que les formateurs et les stagiaires. C'est tout. C'est un groupe fermé. Donc, qui dit l'attestation, c'est-à-dire non. On le suit, ou là où on a des questions, il nous pose des questions, on l'oriente. C'est composé de deux phases.
Appelé huile essentielle ou parfois essence végétale, le liquide concentré volatile d'une plante est obtenu par extraction mécanique et entraînement à la vapeur d'eau. Quant aux huiles végétales, elles sont obtenues, elles, par presse, à froid ou à chaud. Du lait d'amande, exactement. Le conseil, on a des chimistes, des agronomes, des esthéticiennes, toute la gamme professionnelle. Le conseil هذايا ماهوش une association هكا non, elle englobe toute la gamme. La plantation حتى l'exportation de produits. Mais malheureusement ما عندناش لا كولتور تاع لي بلونت بزاف هنايا ما عندناش. دوك عندنا في التليفون خطرات في لا بيريود تاع لافيشاج ما يحبش. ترو دوموندي. دايوغ ميم غدوه كاين اللي ما داروش لا فورماسيون كاين اللي يجي يحضروا يشوفوا. فوالا. دونك هي عجبتهم باسكو علاش سي نوفو. Premièrement c'est nouveau et deuxièmement c'est de la nature. Mais كاين حاجه حنايا ماشي encourager les gens à prendre les forêts ولا non. On garde, on protège la plante اللي كاينه mais on encourage les gens à cultiver les plantes. Favoriser les gens à travailler. ماشي la plante تاعي نبيعها l'étranger ونعاود انا نشريها سو فورم دو بارفان ولا نشريها سو فورم دو لويل ونقول هذيك ولا يبيعها لي انايا ماسيرا alors هي ماشي دي 100%. Longtemps réservée à l'industrie de la parfumerie, l'huile essentielle sont demandées aujourd'hui par le grand public, comme parfum d'ambiance ou dans d'autres utilisations quotidiennes. C'est pour parer à cette demande que de nombreuses personnes se lancent dans l'aventure olfactive des essences. Et votre invité sur le plateau, c'est Heidi Nordine. Heidi Nordine, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Tafaddalou. Alors, j'ai bien aimé quand vous étiez dans le laboratoire, on avait l'impression de faire un petit peu comme les apprentis sorciers, donc avec le tablier, l'alambic et tout. Franchement, c'est un monde passionnant. Et ce que j'ai remarqué quand je suis venue assister à cette formation, donc qui a duré 4 jours. Oui. Donc moi, je suis arrivée vers la fin, c'était de l'extraction. Mais en fait, il y a quelque chose que vous faites dès le départ, c'est que vous avez des gens de tous bords. Mais la première des choses, c'est l'initiation dès le départ. Comment enlever les plantes et comment arriver jusqu'au produit final. Voilà. C'est très très important. Très bien, merci. D'abord, je vous remercie pour l'invitation et pour l'intérêt que vous réservez pour cette activité que je vois vraiment très intéressante. Et très importante, point de vue économique et même scientifique économique. Voilà, donc je suis le responsable de la formation. Donc, dès qu'on affiche la formation, enfin la date et le contenu de la formation, on reçoit vraiment plein de gens qui s'intéressent, qui demandent de suivre cette formation. Ouais. Malheureusement, on n'a pas vraiment les places limitées parce que ce sont des formations purement pratiques. Donc, on se base sur les ateliers pratiques. Alors, en général, si le groupe ne dépasse pas les 20 personnes. Oui. Voilà. Donc, le programme a été établi vraiment d'une façon enchaînée. C'est-à-dire, les stagiaires viennent pour la première journée, c'est purement théorique. Donc, c'est purement théorique, c'est les plantes aromatiques médicinales pour les bien connaître. Deuxième chose, c'est la plantation, la cueillette et finalement, c'est les procédés d'extraction, les deux types des huiles, les huiles végétales et les huiles essentielles. La deuxième journée, c'est réservé aux sorties scientifiques à la forêt. Donc vous êtes parti à quelle forêt cette fois-ci? Cette fois-ci, c'est Hammam Louane. Donc c'est toujours les environs de Blida, les environs de Sharia. Une fois Sharia, autrefois Hammam Louane, Bogara, pour que les gens connaissent de près ou touchent de près la plante. Cette fois-ci, on a
Qu'est-ce que vous avez fait comme cueillette? On a ramassé l'origan compact, c'est za'atar tout simplement. Et parce que za'atar, bon, la fin juin, mais il reste quelques plantes jusqu'à septembre et octobre. Donc, deuxième journée, nos stagiaires se sont accompagnés avec les experts de la conservation des forêts. Voilà, c'est important. Parce que réellement, on travaille toujours en coordination avec la conservation des forêts, que ce soit la formation, la partie théorique pour des gens, des experts des forêts, pour donner des cours sur les types des plantes et comment où ils se trouvent et tout ça. Et aussi pour les sorties scientifiques, beaucoup plus pour les sorties scientifiques, parce que c'est la forêt, donc c'est les gens des forêts qui connaissent toutes les plantes et même la nomenclature réelle des plantes. Parce que même moi, je suis ingénieur en chimiste, je suis purement technicien, donc je ne connais pas vraiment les plantes sur le terrain. Alors les experts des forêts, par exemple le pin, snobber, on a snobber de façon générale, le pin, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de pins, des arbres de pins. Alors les experts des forêts nous montrent, voilà le pin maritime, voilà le pin d'Alep, voilà même le cyprès, le pin, mais toujours il y a une différence. Donc ça, c'est la deuxième journée. Au troisième journée, c'est réservé, les deux autres journées, c'est réservé purement aux ateliers, c'est-à-dire les ateliers pratiques. Parce que ça, c'est l'enchaînement tel programme. Donc, عرفنا qu'est-ce que ça veut dire les plantes et les huiles, شفناهم في la forêt, ومن بعد نفوتوا directement l'obtention ou l'extraction ou la production à l'échelle à petite échelle, à l'échelle laboratoire. Donc la troisième journée, on a commencé donc par les huiles essentielles. Les procédures d'obtention, donc d'une façon générale, c'est à l'échelle. Je sens, parce que j'adore sentir et tout, donc c'est comme Donc, troisième jour, c'était l'atelier de l'extraction des huiles essentielles. Alors, à l'échelle laboratoire, c'est moi qui ai enseigné ce module, l'extraction des huiles essentielles. Oui. En parallèle, bien sûr, je fais la production des huiles essentielles à petite échelle. Mais c'est quoi à petite échelle? J'aime bien quand vous dites à petite échelle, on a l'impression que c'est tout petit. Mais en fait, c'est des cubes. En fait, il faut un alambic. Donc cet alambic, il faut le dire, il est fait ici. C'est une production nationale. On peut trouver ça. Donc il y a des professionnels qui s'occupent de faire ces alambics en inox. En inox, exactement. Donc généralement, si on veut se lancer dans cette aventure, il faut avoir des cubes de combien pour démarrer, pour être rentable? Bon, à l'échelle laboratoire, même l'alambic que vous avez vu la formation, c'est juste à l'échelle laboratoire pour montrer aux stagiaires la procédure, ou le process, ou la technique d'obtention des huiles essentielles. Mais réellement ces alambics-là, même le montage en verre là, c'est le cleavinger, c'est conçu spécialement pour les huiles essentielles. Déjà, on a vu, les stagiaires ont vu réellement la formation de la couche des huiles essentielles, le montage en verre. Par contre, le montage en inox, que j'ai fait moi-même avec mes collègues et mes collaborateurs, à leur tête, donc la présidente du conseil, Madame Jamila Boucher. Donc, avec mes chevaux, vraiment la transformation de la plante vers l'huile essentielle. Parce que tout est encastré. Alors, par contre, les cleavinger, ils chauffent directement la plante. Donc, l'eau, les vapeurs d'eau traversent la plante. La plante, elle est composée de 3 compositions. C'est le khashb, tout simplement, l'huile et l'eau. Donc, le khashb est pris dans la matière organique et les vapeurs d'eau traversent, on récupère les vapeurs par un système de refroidissement simple. On obtient donc une couche biphasique, donc la partie liquide en bas, la partie visqueuse en haut, tout simplement parce que la densité de l'huile, toujours, elle est inférieure à 1. Juste encore une petite information. Donc la différence entre l'hydrolat et l'huile essentielle. Voilà. Donc juste pour savoir, parce que là on a 2 flacons. Alors ça c'est les huiles essentielles qu'il faut manipuler avec beaucoup de
on va dire, de précaution. Ah oui. Voilà, même si on peut les acheter, on peut les trouver et tout, mais il faut faire très attention. Voilà. Parce que ça reste, si on ne connaît pas le dosage, ça peut être un produit qui est dangereux. Voilà. Et l'hydrolat, par contre? C'est simple, l'hydrolat, elle contient tout simplement 1% de l'huile essentielle. Donc, pas de danger vraiment pour l'hydrolat. Donc, on peut l'utiliser directement. Les diffuseurs, par exemple, les diffuseurs, elle est déjà diluée à 99%. Très bien, merci. Merci beaucoup. On aurait voulu en savoir plus, mais... on a vu un reportage, il y a eu 15 petites minutes très sympathiques. Après, pour ceux qui veulent s'intéresser, on aura l'occasion de vous revoir très bientôt. Alors, Mounia Ouitis, on va parler de comment annoncer la bonne nouvelle. Comment on l'annonce, cette fameuse bonne nouvelle? Il y a plusieurs façons d'annoncer la bonne nouvelle. Le fait qu'on j'ai développé une théorie. Ah, ouais. Comment? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Alors, oui, ça peut... J'allais dire une bêtise, mais bon. Non, mais les téléspectateurs qui ne nous ont pas vus la semaine dernière et qui prennent l'émission. Oui. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! La grossesse! Voilà. La grossesse, comment annoncer sa grossesse à son entourage? Tout d'abord, le premier à le savoir, c'est l'époux, c'est le papa. C'est tout à fait normal, donc on lui annonce. Il y a plusieurs façons d'annoncer. Je vous ai ramené deux petites photos que j'ai trouvées sur Internet, c'est tellement chou, c'est tellement mignon, c'est deux différentes façons d'annoncer la grossesse. La venue de voilà. petit. Alors on peut premièrement le test, tout simplement, déposer le test, il y en a qui le font, déposer juste le test sur la table de nuit et le laisser découvrir. Il y a aussi ceux qui prennent le temps d'acheter des petites moufles avec le test dans une boîte, emballée, tout ça. Et il y a aussi, ceux qui prennent aussi le temps d'aller au restaurant, tout doucement, et puis après annoncer la nouvelle avec le dessert et tout ça. Oui. Voilà. Et puis il y a des personnes qui sont impatientes. Si le mari n'est pas là à côté de son épouse, quand elle a le résultat, elle court vers son téléphone et puis elle lui envoie un message. Ah, pourquoi c'est bon, voilà. Coco, c'est bon, c'est exactement ça, je vous promets que c'est exactement ça. Sur le coup, quand on apprend la nouvelle, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi dire. Moi, j'aurais fait un gâteau et j'aurais mis dans le test. Ah non. Il aurait été pourri, le gâteau. Voilà. Il y a aussi une petite astuce. On peut l'annoncer. Le mec, il n'arrive pas à mettre les deux bouts, il lui annonce qu'elle a un 6e enfant. Oui, c'est pour ça que je dis c'est pas toujours une bonne nouvelle, mais c'est toujours une bonne nouvelle. Ça reste une bonne nouvelle. Donner naissance, c'est un acte tellement sacré, mais divin. C'est sûr, c'est unique. On a la chance de vivre ça, nous, les femmes. Bon, désolé pour vous. J'ai envie de dire, même nous les hommes, des fois. Voilà, la mairie, quoi, juste. C'est juste qu'il sort pas, et on ressent les mêmes douleurs. C'est vrai, en plus, c'est vrai, les papas sont de temps en temps très empathiques, et puis ils ressentent les douleurs, les nausées aussi avec la maman, ça arrive. Ça s'appelle la fausse solidarité. On fait semblant. On a juste la bonne part du gâteau. Même moi, j'ai faim, je veux manger de tout. Exactement, un des avantages, c'est que les manches sont culpabilisés. On annonce au père. On annonce au père en premier. Les enfants. Si on a déjà d'autres enfants, il faut bien leur annoncer parce que les enfants sont très empathiques et ils ressentent les changements qui s'opèrent chez la maman et puis dans un couple et tout ça. Et donc il faut leur dire que qu'ils auront un petit frère ou une petite sœur, les valoriser en leur disant voilà, tu vas préparer le biberon avec maman, tu vas l'aider à changer les couches, à faire ce genre de choses, tu vas raconter des histoires à ton petit frère. Il faut toujours donner des points positifs et pas en faire tout un plat, tout un cinéma. Parce que c'est un enfant, il ne comprend pas forcément tout, donc lui expliquer tout simplement. Voilà, la jalousie, donc il faut expliquer qu'on a de l'amour pour tout le monde, qu'on peut partager notre amour pour tout le monde. Au contraire, quand on partage, c'est que là où on en a encore le plus. Oui, n'est-ce pas? Effectivement. C'est vrai. Parce que j'ai une anecdote, elle m'a déjà raconté une histoire quand une de ses petites lui a dit c'est elle que tu aimes plus que moi, elle leur a dit vous êtes comme mes yeux, j'en ai besoin des deux, donc je vous aime l'une autant que l'autre. Voilà, c'est faux parce qu'on n'a pas besoin des deux, on peut avoir un seul. Non, je suis désolée. Non, ça sur le bord. Non, mais j'aime beaucoup. C'est comme si on te demandait de choisir. On te disait tu dois perdre un œil, lequel, le gauche ou le droit. Écoute, c'est pareil. Moi j'aimerais bien perdre le gauche, il me dérange pas parce que je vois pas. C'est toi qui vas aller cette semaine, je crois que c'est toi qui vas aller au piqué. Exactement. Et puis après, reste à annoncer la nouvelle
à la famille. Oui. À la famille et à la belle famille. Donc en général, on attend, enfin la tradition veut qu'on attende les 12 semaines, donc les 3 mois de grossesse. Enfin, parce qu'à partir de 12 semaines de grossesse, c'est là où les risques de fausse couche sont moindres, on va dire. Oui. Mais mon avis, ça, je donne simplement mon avis c'est vaut mieux le dire... au 9e mois, quoi. Non. Au 9e mois, on risque d'avoir des petits problèmes au cours. Non, vaut mieux le dire dès le début. Vaut mieux pas dès le début parce qu'il faut garder quand même un petit peu le secret entre le couple parce que c'est voilà, il faut vivre le moment avant que tout le monde ne se mêle. Mais moi ma question c'était, tu commences à l'annoncer à ta belle-mère ou à ta mère? Bah les deux de préférence. En même temps? En simultané comme ça. Allô? En duo. Allô? Tu vas mentir? Ou tu dis la vérité une fois dans ta vie? Dans votre cas, vous l'avez fait à qui? À votre belle-mère ou à votre mère? Alors ma mère n'était pas ici. D'accord. Donc j'ai commencé à appeler ma belle-maman. Ah, c'est bien. Voilà. Et après j'ai appelé maman. Hein, non, c'était surtout aussi pour leur annoncer que... Elle n'avait pas de crédit pour appeler sa mère. Elle s'est dit, elle est internationale, elle est en local. Bon, je commence par le local. Voilà. Non, c'était plus l'annonce de 2, pas 1. C'était plus ça que l'annonce de la grossesse. Oui. Voilà. Ah, c'est bien. Oui, c'est super. Donc, il vaut mieux annoncer dès le début parce que c'est vrai qu'il faut attendre qu'on passe la période où il y a le moins de fausses couches et tout ça, mais au contraire, à mon avis, il faut le dire dès le début parce que c'est là où on est soutenu les 3 premiers mois, c'est les nausées, c'est les hormones qui commencent à faire leur travail et puis on est de très mauvaise humeur de temps en temps, de bonne humeur de temps en temps et on a besoin de soutien. Et si Voilà, c'est les montagnes russes. Et si on a besoin de soutien dans le cas où c'est malheureusement il y a une fausse couche, on a vraiment besoin d'aide et on a vraiment besoin de soutien à ce moment-là. Donc si les parents sont déjà au courant, ils seront là à nos côtés pour nous soutenir. Voilà, pour le bon et pour le mauvais. Exactement. Tiens, juste notre invité, juste pour savoir, Nordine Heidi, vous avez des enfants ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Comment vous l'annoncez? Normal. Ah normal. Tu dis il y a 2 hommes, mais ces hommes, ils voient passer sa femme dans le couloir, il dit bonjour. Ah, t'es enceinte, hein? Ouais. Ah, c'est ton 3e. Oui, t'es enceinte, ma chérie, je sais. Toi, tu sais pas, moi je sais. Moi je sais. Moi je sais. T'as envie de chocolat à minuit, je sais, t'es enceinte. Nourris-le maintenant. Alors, bon, on va revenir à vous, chacune, pour un mot de fin et tout dans quelques instants, mais juste avant. Le meilleur pour la fin. Oui, meilleur pour la fin. Comme disait un de nos compagnons qui bouge beaucoup de la tête, c'est Princesse Esmeralda sans plus tarder. Merci beaucoup. Mais en fait, j'ai une autre idée. En fait, j'ai envie de vous dire quelque chose de très intéressant. C'est une question. Et moi, quand je parle avec cet accent, j'ai le droit. Moi, je suis de là-bas, donc du coup, ça va. J'ai une vraie question. Vous avez 2 enfants. Oui. 2 garçons. Oui. La différence d'âge est assez importante. Oui. C'est ça qui est intéressant. Comment vous avez annoncé au 2e? Parce qu'il avait plus de 10 ans. Il vous a sorti quoi? Je m'en fiche. Ou il vous a dit, non, moi je vais acheter une paire de baskets et je te pardonne pour ton acte. Pour ta traîtrise, tu m'as trahi. Je préfère ne pas en parler. À chaque fois que je te pose une question, je préfère pas en parler. Oui, il y a des questions auxquelles je n'aimerais pas trop... Comment on dit M'étaler, m'attarder. Capital sympathie, il est au plus bas avec vous. Il n'y a pas de souci. Fallait pas toucher à ce côté-là parce que bon là, c'est pas grave. C'est pas un mauvais événement quand même. Vous êtes heureux, vous aimez vos 2 enfants. Tout ça. Oui. Ben voilà, c'est l'essentiel. Parce que votre réponse, elle me fait peur. Je Allez, l'histoire du jour, c'est quoi? Alors l'histoire, moi j'ai envie de me lancer à autre chose. J'ai envie d'ajouter quelque chose à ce qu'a dit Mounia, mais en fait c'est pas une histoire, mais c'est des croyances. On dit qu'on attribue à chaque enfant le jour de sa naissance, et on dit à chaque fois qu'on a quelque chose de ce jour-là. C'est une croyance universelle qui pousse à croire, par exemple, que les garçons ou les filles qui sont nés un lundi, c'est des gens qui seront lunatiques. Parce que justement, le lundi, au Monday, donc c'est un jour de la lune. Automatiquement, il y a un caractère qui est assez difficile et assez... ça va être véritablement des gens très lunatiques. Par contre, ceux qui sont nés le mardi, ce sera des guerriers. Parce qu'en fait,
mardi, c'est la divinité de Mars qui s'en occupe, et Mars est le dieu de la guerre, et du coup, ça va véritablement être suis des né à guerriers mardi, hein. et des courageux. Voilà, Voilà, comme tout vous, par s'explique. exemple. Monstre, Mardi, c'était quoi? guerrier, c'est un guerrier, Ah. c'est un Qui se bat courageux, contre- un gladiateur, vous voyez. qui dégaine qui dégaine son J'ai sabre. deux guerrières à la maison, non pas deux princesses. Et samedi, Attends. tiens. On y arrive. Attends, on y arrive. Attends, hein. on y arrive. Juste votre date de naissance. C'est en 570, 1970. 11 mai 70. Voilà. Allez, enfin, nous sommes mercredi maintenant. Mercredi, c'est Hermès. Et mercredi, on dit que ceux qui sont nés un mercredi, c'est des gens qui sont plutôt... qui ont une tendance de faire du commerce, du business, parce qu'en fait, Hermès est la divinité des commerçants, et du coup, ils ont des ailes faciles pour tout ce qui est business. Alors, le jeudi ou Jupiter, ce sont des gens qui aiment la vie, qui sont là, qui aiment beaucoup les voyages, et qui voyageront beaucoup dans leur vie. Vendredi, c'est Vénus, et c'est des gens qui sont très très chanceux en amour. Il y a quelqu'un qui est né déjà vendredi bien. ici? Je sais pas. Voilà, Lui, il un est, gamme lui, cassé. lui, il est lunatique. Moi, je suis lunatique. Lui, il est lunatique. Il est né lundi. Hein. Moi Ouais, t'es né lundi. Lundi, lundi. 11 mai 1970. Oui, lundi, donc lundi, si Je tu m'en veux. rappelle comme C'était si c'était lunatique, hier. c'est lunatique. heureusement. Voilà. Moi aussi, Alors, je suis lunatique. Ah, Mieux voilà. que mardi. Hein. Alors, samedi, donc samedi, ce sont des gens sympathiques, très ouverts, mais un petit peu pessimistes, voilà, vu que c'est un petit peu le dieu Tu veux me Saturne donner ta qui date de naissance ou n'aime tu veux pas trop, Vas-y. Discrètement. qui ont peur de l'avenir. Et puis dimanche, on dit que dimanche, ce sont les enfants nés sous le soleil. Ils seront toujours beaux. C'est des gens du beaux. dimanche. Oui, les gens du dimanche sont beaux parce que Mercredi. c'est voilà, ils sont rayonnants. Businesswoman. Businesswoman. Voilà. Je sais pas. Et mes deux enfants sont nés tous les deux un mercredi soir. Bon courage, madame. Je t'ai Yannick Soso. Ces enfants, dans 2 ans, ils vont faire Soso, viens ici, je t'offre une voiture et une maison. Tu m'aimes ou tu l'aimes? Et l'autre, il dit Soso, je t'offre le hedge et une maison là-bas. Je vous le souhaite. Merci. Je vous le souhaite. Inch'Allah. Merci beaucoup. Mais t'es pas mal, hein? Mais le dimanche, c'est pas fini. Moi, je m'étais arrêté à samedi soir. Oui, mais je disais que le dimanche, c'est Sunday, et les gens qui sont nés un dimanche, c'est des gens beaux, rayonnants, comme un soleil. Vous vous rappelez de l'histoire? Lundi, mardi. Ouais, bien sûr. On y est, en fait, avec On les y est. farfadets. C'est Sunday. Et vous, c'est tout quoi votre C'est lundi lunatique. Ah, lundi. Lundi, je suis née un lundi. Et vous êtes Moi aussi, lundi. Ah ouais? Ouais. Ouais, je sentais. Ouais, il y avait quelque chose, hein. Ça dégage. Myriam, elle est des née émotions. mercredi. Alors, Myriam est née mercredi, Ouais. j'ai vu. Et toi, en alors 1954. Et toi, vas-y, allez. Moi, j'ai dit mardi. Ah, t'es un... Ah, ouais, Ah oui, c'était un guerrier. ouais, ça On guerrier. avait dit que c'était un guerrier. Machallah, t'as pas vu? Un peu obèse, le guerrier, j'avoue. C'est la période où on se bat pas beaucoup. Voilà, je pense que c'était pas de repos. c'était pas un conte, mais c'était Ah, c'est bien. Très sympathique. ça allait avec. Mais ça vaut quoi en termes de réalité? En fait, c'est des croyances D'accord. qui sont toujours d'actualité dans le côté ésotérique. D'accord. Voilà. Ok. C'est tout. Super. Maintenant, vous y croyez ou vous n'y croyez pas. Non, mais c'est Oui. bien, c'est le but. Chacun hein. ses croyances. Eh, voilà. les contes et les histoires anciennes et les croyances, c'est fait aussi pour être raconté. Exactement. Eh, vous savez, le plus grand succès des 20 dernières années, c'est quoi? Seigneur des Anneaux. C'est vrai. C'est de la mythologie. Harry Potter. Ouais, ouais. c'est Game of Thrones. Game of Thrones, C'est oui. Harry Potter. C'est ça. C'est que ça. Nous sommes vraiment C'est dans fini, l'ésotérisme. les tatas et les trucs, Non, ça non, fait- ouais, ça non, fait peu. c'est clair. Même les histoires d'amour un peu mielleux. Mais depuis, Non, c'est toujours, fini. ça a toujours été les contes des mille et une nuits. Ça a fait Non, mais rêver tout le maintenant, monde. non, je vous parle cinéma. Oui. En termes de vente, les films fantastiques. Et la reine des Des mèches. neiges. La reine des mèches, tu connais? C'est ma voisine. Alors là, Ouais. Je crois qu'on va être punis encore. sincèrement, j'ai envie de vous punir. Non. Mais le problème, c'est que la dernière fois que je vous ai tu les as puni, on m'a tendus, la puni juste après. Ah d'accord, désolé pour vous. On m'a dit, tu te prends pour un chef? J'ai dit oui. Alors, non, mais c'est pour vous dire, et c'est ces films fantastiques qui sont au cinéma, ceux qui rapportent le plus. Mais c'est magnifique. En tout cas, ce qui est fantastique dans ce que vous faites, Oui, c'est c'est que vous merveilleux. transformez la matière en une même matière, Mais qui sert plus. voilà. Bravo à vous. Merci. Merci Nordine, Bonne c'était un continuation. plaisir. Merci beaucoup. Merci Myriam, merci beaucoup. Merci. Voilà. Beau-père, beau-papa, beau-père-père.
Bon, je n'ai que beau-papa, donc beau-papa avec belle-maman en même temps, oui. Ouais, mais c'est... C'est quoi? C'est pas pour les classes en dernier, quoi, pour leur annoncer la nouvelle. Non, en général, c'est la mère qui annonce au père. Voilà, en général. Bah, chez nous, c'est plus voilà, les mamies qui annoncent au papy. Voilà, c'est plutôt comme ça. C'est super, ça. Ouais. Voilà. Madame. Oui. Je suis heureux que votre père aille mieux déjà. Merci. Parce qu'on en avait parlé dimanche dernier. Oui, ça va. Et je vous souhaite une bonne santé. C'est gentil, merci beaucoup. Et on se verra très bientôt. Merci. Camarades, c'était un plaisir. J'avais une belle citation une fois que j'avais dite, mais que je ne m'en rappelle pas. C'était sur l'Ajar. Il dit alors, aimez-vous, pas la peine de vous détester, vous inquiétez pas, il va y en avoir d'autres qui vont vous détester. D'ici là, aimez-vous. Ciao camarades, prenez soin de vous. Merci à Myriam qui a préparé cette émission. Merci à Hanan qui était au Scriptana. Merci à Climo qui était à la Réal. Qui est le chef d'émission aujourd'hui? On salue toute l'équipe en régie, on salue toute l'équipe. Voilà, c'est Nalima. Et on salue Ayman. Ayman Nalima. Et on salue tous nos amis caméramans. Ciao camarades. Salut tout le monde. À la semaine prochaine.